Dans la vidéo précédente, je vous ai quitté au moment où notre tour du massif de Losangate prenait une tournure inattendue. Un imprévu qui nous a contraints à abandonner l'idée de boucler la boucle. C'est alors à la montagne colorée, véritable joyau géologique d'Amérique du Sud, que nous avons emprunté l'échappatoire. Et malheureusement, c'est précisément à partir de là que nos problèmes ne seront plus uniquement d'ordre mécanique, ils deviendront également humains. Vous l'aurez deviné, malgré une vigilance renforcée, nous n'échapperons pas au vol. Plusieurs fois et parfois lourdement. Et parmi tout ce que nous avons perdu, il y a l'essentiel, une grande partie de mon matériel vidéo. Si je suis resté silencieux ces derniers mois et que je n'ai publié aucune vidéo, c'est tout simplement parce que j'avais aussi perdu des images irremplaçables, des souvenirs précieux que je ne pourrai malheureusement jamais récupérer. Mais tout n'est pas perdu. Dans les prochains épisodes, je vais faire de mon mieux pour vous partager nos aventures avec ce qu'il nous reste comme images. Alors, reprenons là où nous nous sommes arrêtés, sur les routes de la Panaméricaine, au volant de notre fidèle Mitsub. Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Après une brève escale dans la capitale inca de Cusco, nous prenons la route direction le village pittoresque d'Ollantaytambo, depuis lequel nous contournerons le massif montagneux par le nord pour atteindre le seul accès routier au Machu Picchu. Car oui, accéder à ce site hautement touristique en évitant les tours opérateurs relève du défi, déjà dans la recherche d'informations, puis dans la compréhension des contraintes. Initialement, nous souhaitions atteindre le site archéologique à pied. Pour ce faire, il y a deux options, mais chacune doit être réservée des mois à l'avance, et concernant le Inca Trail, il faut compter un minimum de $600 par personne. Il y a également la possibilité de rejoindre Aguascalientes, la ville d'accueil du site, par voie ferroviaire, mais à nouveau, les prix sont délirants. Alors nous choisissons d'emprunter la route qui rejoint par derrière le village d'Hidroelectrica à une dizaine de kilomètres d'Aguascalientes. $346 minutes later. Mais naturellement, la route du canyon est en travaux et le trafic est réglementé selon des horaires dans les deux sens. Après plus d'une journée de route, nous avons rejoint le village d'Hidroelectrica, depuis lequel nous pouvons suivre les voies de chemin de fer au fond de la vallée afin de contourner à nouveau le site archéologique qui se situe au sommet de cette montagne. Après une douzaine de kilomètres le long des voies, nous atteignons finalement Aguascalientes, le village qui permet d'accueillir tous les visiteurs du Machu Picchu. Fort heureusement, sur les 5000 entrées quotidiennes, 1 millier de billets sont vendus sur place, la veille, pour satisfaire les voyageurs comme nous. Tous les autres vendus en ligne étaient déjà sold out plusieurs jours auparavant. Les billets sont classés par circuit à l'intérieur du site et également par horaire afin de répartir au mieux les 1,5 million de visiteurs annuels. Il y a deux accès à l'entrée du site, le premier en bus à prix d'or et le second à pied, naturellement gratuit car assez éprouvant avec ses 700 mètres de dénivelé. Malgré la foule et ses multiples embûches, rien n'enlève à cette cité son caractère spectaculaire. Machu Picchu est une cité légendaire, perchée au cœur des Andes péruviennes. Construite au XVe siècle sous le règne de l'empereur Inca Pachacutec, elle n'était pas une simple ville, mais probablement une résidence royale et un haut lieu spirituel. Ce
qui frappe ici, c'est l'intelligence Inca. Les bâtiments sont assemblés en énormes blocs de pierre, taillés avec une précision telle qu'aucun mortier n'a été nécessaire. Cette technique, appelée ashlar, permet aux murs de résister aux séismes fréquents dans la région. Machu Picchu a été pensé en 2 grands espaces, les terrasses agricoles qui stabilisent la montagne tout en permettant la culture, et la zone sacrée, où l'on trouve temples, places cérémonielles et observatoires astronomiques. Machu Picchu est un lieu digne, empreint d'une très grande beauté et surprenant d'intelligence. Pas étonnant qu'il figure dans la liste des 7 nouvelles merveilles du monde. Afin d'éviter de retourner à Cusco et ainsi prendre l'itinéraire touristique qui rejoint Nazca et la côte pacifique, nous décidons d'emprunter un chemin plus court, plus sauvage, mais aussi beaucoup plus difficile. La route 28B, aussi appelée Curvy Road, ne cesse de nous épuiser. C'est une piste de terre qui fait sa loi, qui descend dans des vallées profondes et qui remonte au sommet de cols sinueux. Several days later. Ici, pas de règles. Tous les riverains construisent leur propre dos d'âne, ce qui rend le trajet encore plus difficile, sans parler de la circulation ininterrompue des camions et l'état déplorable du goudron quand il y en a. Au final, il nous faudra passer de la forêt amazonienne au sommet des Andes par plusieurs cols dépassant 3000 mètres pour rejoindre après 3 jours la côte pacifique en à peine 600 km de route. L'arrivée sur la côte est brutale, premièrement par son climat, mais aussi par sa congestion. Ici, au plus proche de l'activité économique du pays, les ravages se font immédiatement ressentir. Mais, au milieu des déchets qui recouvrent le sol aride de cette région, le parc naturel de Paracas apparaît comme un mirage. Il s'agit d'un endroit spectaculaire où le désert rencontre l'océan. Il est très apprécié pour son aspect pittoresque et pour l'observation de la faune sur les îles attenantes, surnommées les Galapagos péruviennes. De retour sur la route, nous traversons en coup de vent la capitale de Lima et prenons au plus vite la direction de la Cordillère Blanche. Située au cœur des Andes, il est nécessaire de franchir à nouveau des cols d'altitude, ce qui n'est pas de tout repos pour notre pauvre Mitsu. Bon, alors hier on a eu beaucoup de peine à monter le col avec le van. Manifestement on a eu des grosses pertes de puissance à la montée. À la descente ça se passait très bien, mais à la montée c'était vraiment difficile. Je soupçonne le turbo. Donc ce matin j'ai démonté ici le tuyau qui relie le filtre à air au turbo qui est ici, et en fait là on a juste à tourner l'ailette avec les doigts pour s'apercevoir qu'il y a un peu de résistance. Donc le turbo tourne mal. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'est pas assez lubrifié ou est-ce qu'il est tout simplement, j'ai pas envie de dire cassé, mais presque. Donc on va voir, là on va aller dans un garage et puis on va aller regarder à combien s'évalue un turbo sur le marché péruvien. Et puis si c'est un prix qui nous convient, on va essayer de faire un changement. Alors on travaille. Nous commençons tout d'abord par un diagnostic rapide, puis un essai routier. S'ensuit le démontage du turbo, effectivement défectueux. Many hours later. Dès lors, nous apprendrons la patience, car les pièces de rechange existent, mais les temps de livraison n'ont pas de limite. Later that night. Quelle journée de merde, on s'est tellement
ça va. On cherche un tuk-tuk? The next day. Afin de profiter de cet arrêt forcé, nous nous lançons dans le chantier de la réfection complète des sièges. On va commencer déjà. C'est bien. C'est du boulot, hein. Zerk. Faut refaire tout ça et tout. C'est dégueu. Je suis content si on arrive à le changer et tout. Several days later. Alors ça c'est le turbo qui a été remplacé. Et là on le voit bien. C'est tout ça un turbo? Ouais, en fait c'est surtout cet élément là. Après bon après moi je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en effet genre tu vois la turbine là t'as une turbine qui propulse de l'air très fort et qui vient également ici. En fait ça fonctionne avec les gaz d'échappement et c'est pour ça que c'est tout crado. Mais sinon ouais l'air pulsé il est par ici et c'est tout lubrifié par là ou ailleurs, non je crois par là. Bref tout ça pour dire que là on voit une grosse fissure, très grosse fissure. Et c'est probablement ça qui fait que le turbo est endommagé. En fait, il n'était pas étanche en air. Cette fissure, on la voit, elle revient ici, jusqu'ici, là. Et avec deux autres fissures de l'autre côté. Donc là, tout ça pour dire que cette partie qui est en fonte, cette partie est en aluminium, cette partie est en fonte, elle a claqué. Et c'est pour ça qu'on change toute cette pièce qui vaut... On n'avançait plus. Qui vaut quoi? Qui vaut 500 ou 600 balles, quand même. Much later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Donc là j'ai le nouveau turbo qui est installé, branché, ça c'est plutôt pas mal, reluisant neuf. Par-dessus j'ai là-bas le filtre à gasoil, neuf également, c'est une très bonne chose. Là il y a les injecteurs qui sont replacés, alors j'arrive pas à savoir s'ils sont neufs mais je vais leur demander. C'est aussi pas mal je crois. Et puis oui là j'ai un nouveau filtre à huile, donc l'huile a été certainement changée. Bref on va faire le topo avec le mécano, mais ça m'a l'air d'être bien. En tout cas tout est bien remis en place, c'est plutôt positif. Liquide de refroidissement qui a sûrement été changé également, ça on verra. Mais sinon ouais on a un moteur qui est reparti pour faire des milliers de kilomètres. Victoire. Je suis tellement contente de reprendre la route. Ouais, pareil. J'étais tellement content de partir d'ici. J'en peux plus de cette vie. Enfin, nous sommes de retour en pleine nature. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Et ce matin, nous partons pour grimper au cœur du parc national Huascarán pour rejoindre la Laguna 69 à 4604 mètres d'altitude. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. Ce sentier d'à peine 14 km aller-retour ne grimpe que de 800 mètres, notamment pour rejoindre Sokol. Mais la difficulté réelle, invisible, se cache derrière un manque d'oxygène palpable à cette altitude. Just hold on tight. It'll be alright. Qu'est-ce que tu manges? Un riz froida. C'est l'équivalent du riz chauffard mais en froid. Franchement c'est pas mal. C'est les restes de la veille. That you thought you should didn't seem to do you any good. Après une baignade inédite à une telle altitude, nous décidons de prendre encore un peu plus de hauteur pour jouir d'un point de vue grandiose sur cette lagune d'un bleu irréel. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much
much longer will you suffer in this life? But don't give up. Malheureusement, et notamment à cause du retard que nous avons pris, nous devons quitter cette si belle région pour rejoindre la frontière de l'Équateur, au plus proche de l'océan, et continuer notre périple sur la Panaméricaine, avec toutes les contraintes que cela représente. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Ouais, bien nous sommes restés 4 jours ici au Pérou pour travailler un peu et aussi parce qu'on a trouvé un endroit pas mal du tout. Donc ça c'était notre petite cabane pour la nuit. Le Mitsub est rangé là tranquillement au fond de cette grande allée arborée. C'est vraiment très sympa. Le Pérou est bien entendu un pays exceptionnel. Et malheureusement, notre expérience personnelle ne nous a pas réellement permis d'en profiter pleinement. Alors il est vrai que le Pérou présente une richesse culturelle et culinaire absolument hors du commun en Amérique du Sud. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons eu l'occasion de profiter. Mais la difficulté de se déplacer dans ce pays par ses propres moyens rend les choses véritablement difficiles. Et dans notre cas, a un petit peu altéré notre expérience globale. Voyager en van au Pérou est vraiment quelque chose de difficile, ne serait-ce déjà que pour l'état des routes, mais aussi la difficulté de trouver des informations. Nous avons rencontré énormément d'embûches, nous avons même à plusieurs reprises eu affaire à des policiers corrompus, et ça, c'était inédit dans toute l'Amérique du Sud. Alors, personnellement, et si c'était à refaire, puisque nous retournerons certainement au Pérou une fois dans notre vie, nous utiliserons les infrastructures touristiques qui sont malgré tout assez bien développées et qui nous permettront de profiter de ce pays d'une autre façon et d'une façon certainement plus reposante. Mais bon, heureusement, nous avons encore derrière nous tout le reste de la Panaméricaine, en commençant par l'Équateur puis la Colombie, afin de terminer l'Amérique du Sud. Et après, nous avons toute l'Amérique du Nord dont nous pourrons profiter ces prochains mois. Alors évidemment, si notre histoire vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes qui vous parleront de toute notre aventure. Alors, à la prochaine!